Ok, donc comme Manon vient de me le dire, on a 1 heure devant nous. On va se laisser un petit temps pour les questions quand même. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter vous-même comme des grands. Et ensuite, essayer de lancer cette discussion avec une question. Je crois bien, elle va être un petit peu inattendue, je l'espère. Qui veut commencer? En général, quand on pose cette question, personne ne veut. Vous m'entendez? Oui. En général, quand on pose ces questions, je me jette sur le micro, comme on peut le voir. Je suis Lucam, je suis autrice de science-fiction. Alors j'écris principalement de l'anticipation, c'est-à-dire sur un futur assez proche. Et l'un de mes thèmes, si ce n'est mon thème de prédilection, c'est l'écologie. J'ai la chance de pouvoir faire que ça, donc d'avoir le temps de beaucoup réfléchir à ces questions et d'essayer de me faire une image, on va dire, presque globale du problème. Je lis les rapports du GIEC, par exemple, parce qu'il faut beaucoup de temps pour le faire. Et j'ai écrit mes 2 derniers ouvrages, c'est vraiment l'écologie, le thème centraux. Le dernier, j'ai essayé d'imaginer une société qui est bifurquée et qui soit sur une préservation, enfin organisée autour de la préservation du vivant et des droits humains. Et j'ai imaginé une grammaire qui soit écologique aussi. Ça m'a demandé énormément de travail de créer une grammaire. Et vraiment, je soigne mon éco-anxiété en écrivant. Voilà. En résumé. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Maxime. J'ai l'habitude de me présenter depuis 4 ans comme étant papa. Parce que beaucoup plus que je l'attendais, ça a changé énormément mon rapport au monde, à minimum mon rapport au futur. Et souvent, je le résume en disant que en 2050, j'aurai 61 ans et il aura 30 ans. Et j'ai aucune idée de ce que c'est qu'avoir 61 ans. Et donc j'ai du mal à me projeter dans un rapport au monde à 61 ans. Par contre, je vois très bien ce que c'est qu'avoir 30 ans, puisque j'en ai 34. Et du coup, je vois bien ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai souhaité, désiré. Et du coup, c'est cette vision-là de ce que j'ai apprécié est très confrontée au futur qu'on me propose. Et du coup, ça a créé quelque chose de... Je suis ingénieur formation, donc j'ai abordé ces questions-là. Moi, je suis rentré dans l'accompagnement d'entreprise par la RSE, etc. De manière très ingénieure, quoi. Il y a 2 degrés, il va falloir qu'on reste en dessous. Et d'un coup, là, ça m'a projeté de manière beaucoup plus émotionnelle et beaucoup plus profonde. Et beaucoup plus que je l'attendais, ça change assez profondément ce que je fais. À tel point que j'ai mis du temps à conscientiser que la première chose que je disais pour me présenter, c'était que j'étais papa. Et de me rendre compte que ça me définissait finalement tout à fait en tant que... même dans mon espace professionnel. Et après, la question des imaginaires, elle me travaille depuis un sacré moment. Et mon terrain de jeu, si moi il y a un endroit où j'essaye de le travailler, ça va être l'entreprise et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bonjour à tous, je m'appelle Ariane. J'ai un Master 2 en culture et communication et à la suite de ce Master, j'ai pu publier mon mémoire de Master 2, mon mémoire en fait, de Master, qui est devenu un livre publié. Le titre c'est « Les créatifs culturels, l'émergence d'une nouvelle conscience, regard sur les acteurs d'un changement de société ». Donc ce livre, ça m'a permis de faire des conférences un peu partout en France. Et donc je suis auteure. J'ai aussi auto-édité d'autres livres de fiction aussi notamment et des livres que j'ai illustrés plutôt en format album sur l'histoire de l'humanité, un peu dans l'esprit de Yuval Noah Harari qui a écrit Sapiens, un petit peu dans cet esprit-là, mais plus un peu plus ésotérique, on va dire, où j'aborde des questions sur l'Atlantide, les civilisations englouties, voilà, des choses comme ça. Je développe un projet qui s'appelle Un monde réenchanté pour aider les jeunes à trouver leur place dans le monde, la société. On organise des voyages à l'étranger pour les 18-30 ans à la rencontre des entrepreneurs sociaux du monde entier. Voilà. Ok, merci.
merci à tous les trois. Alors, question, j'espère, inattendue. Qu'est-ce que vous pensez de la mode? Quand je parle de mode, je ne pense pas forcément à la mode vestimentaire, mais la mode en général. Ces habitudes que tous ensemble nous prenons, sans trop savoir pourquoi. J'aime pas trop. Quand on écrit de la science-fiction, en général, on est déjà un peu décalé du cerveau. Et en plus, moi, je ne suis pas neurotypique, je suis neurodivergente. Donc, je vois des choses qui se passent, ces effets de mode, mais j'ai beaucoup de mal à m'y intégrer et je ne comprends pas toujours ce qui se joue. Je crois comprendre que ça permet de faire société, mais des fois, ça me paraît inquiétant. Et je trouve que ça ferme l'esprit plutôt que ça l'ouvre. Et j'essaye de... moi, pour mon travail d'artiste et d'écrivaine, je me méfie justement, parce qu'on a beaucoup d'effets de mode dans la création. Je m'en méfie. Je me tiens informée des effets de mode en littérature, notamment science-fiction. Mais voilà, je les regarde de loin et j'essaie toujours de prendre un autre chemin. Moi, je vais le déplacer un tout petit peu. J'ai beaucoup réfléchi à la question de l'éthique et de la morale, comme deux sciences qui cherchent à juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et l'éthique, comme je l'ai abordé, est plutôt une question individuelle, qui viendrait de l'intérieur, d'un jugement à l'écoute de ce qu'on va juger bon ou mauvais. Et la morale, plutôt quelque chose dont on hérite, qui viendrait plutôt du passé, qui serait plutôt collective. Et j'ai beaucoup travaillé cette distinction-là pour valoriser l'éthique et critiquer la morale, dans un moment où j'ai l'impression qu'on doit s'extraire d'une dynamique collective qui nous emmène dans un mur. Et depuis quelques temps, je me méfie de plus en plus des dualismes. Il y a Baptiste Morisot qui a été cité tout à l'heure, qui est un philosophe du rapport au vivant, qui m'aide à penser notamment pour la question du rapport au vivant, mais aussi pour plein d'outils philosophiques qu'il pose à plein d'endroits. Et il dit que souvent on est coincé dans des dualismes, alors que le véritable issue c'est de passer entre les deux et de s'extraire du dualisme. Et du coup, entre l'éthique et la morale, là où j'ai beaucoup valorisé l'éthique comme une capacité à s'affranchir d'une dynamique collective et donc éventuellement à s'affranchir de modes, etc., j'ai l'impression de plus en plus de me rendre compte que il y a probablement plein de chemins à explorer entre les deux. Et la mode, là où j'ai beaucoup, par exemple, j'ai beaucoup critiqué le conformisme. Parce que j'avais l'impression que le conformisme c'était uniquement négatif. On allait se conformer, il y a con et forme là-dedans, donc on change de forme comme des cons. Et en fait, je me rends compte aussi que j'ai fait des choses en me conformant que j'aurais jamais osé faire tout seul. Je suis allé m'asseoir au milieu d'un pont pour bloquer la circulation, je l'aurais jamais fait tout seul. Et à un moment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont impulsé et que je me suis conformé à ce groupe-là que j'ai osé le faire. Et du coup, je pense qu'on peut très vite critiquer la mode parce qu'on va observer les modes qui nous dérangent. Et en fait, je crois qu'il y a plein d'autres endroits où on se conforme à des groupes parce qu'ils nous font oser faire des choses qu'on n'oserait pas faire tout seul. Et là, à ce moment-là, on souscrit à ces modes-là, quoi. Et je crois qu'il y a plein de modes que je vois émerger que je trouve assez intéressantes. Et donc, voilà, je navigue entre les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où l'éthique est intéressante parce qu'elle arrive à bousculer, à déplacer. Tout à l'heure, Mallory, tu utilisais plein de mots. Il y a déplacer, dérouter, déranger. Tous ces mots-là, moi, je les adore. C'est nous sortir de cadre, de route, de rangement, etc. L'éthique, pour moi, elle est vraiment au service de ça. Et en même temps, la morale ou la mode, ou etc., probablement qu'elle arrive à nous faire créer des dynamiques collectives. Moi, ça me fait penser à la notion de contre-culture dans les années 60-70. Les punks, les gothiques, tous ceux qui finalement allaient un petit peu contre la culture ambiante, on va dire, suivait pas la mode, on va dire. Donc oui, je sais pas, j'ai pas vraiment d'opinion, de réflexion sur la notion de mode. Ok. J'ai un peu feuilleté les premières pages de Paul Reg, un livre dont tu t'inspires beaucoup, l'émergence des créatifs culturels.
ces personnages-là, les créatifs culturels, ont l'air de détester la mode, un peu comme Lucas. On peut dire ça, tu la détestes? Non, je ne déteste pas, je m'en méfie. Je regarde d'un peu loin. Ok, pardon, j'aurais dû te donner le micro. Alors pourquoi cette question? Parce que je suis moi-même méfiant, et je crois que le groupe avec lequel on a constitué cette journée est méfiant. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le recours aux imaginaires, les nouveaux récits, sont une espèce de mode? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en méfier? Moi, je me méfie de vous. Faut pas te méfier de nous. Pourquoi? Parce qu'on est des défricheurs. On fait des expériences de pensée, mais on ne pense pas du tout avoir la science infuse et avoir des solutions. Ma façon de travailler, moi, c'est d'emmagasiner un maximum de choses, d'expériences, de ressentis, et puis après en faire des récits et prendre des personnes, des personnages, mettre en chair des idées en fait. Mais j'impose rien, enfin, c'est vraiment des propositions, je suis ni politique ni scientifique, c'est vraiment des propositions pour que les gens puissent s'acclimater à des nouvelles sociétés, à des nouvelles façons de penser, parce qu'il y a je sens souvent dans des interventions ou quand j'ai des rapports avec des lecteurs qu'il y a une grosse crainte quand même de cet avenir un peu informe qu'on n'arrive pas à voir en fait. On est devant un mur qui nous aveugle, et pouvoir faire des petites brèches avec des imaginaires utopiques. Alors attention, l'utopie, je parle plutôt d'hétérotopies comme Ursula K. Le Guin justement dont tu parlais, Mallory, parce que je dis aussi que les utopies des uns sont les dystopies des autres, c'est-à-dire une société qui soit quand même respectueuse du vivant, avec une approche de la technologie qui soit vraiment au service de l'humain. Enfin voilà, il y a des gens que ça bouscule quand même. Voilà. Non mais ne te méfie pas de nous en résumé. Le fait de s'en méfier, je pense que ça reste intéressant. Moi, j'ai beaucoup creusé là depuis quelques mois autour d'une métaphore qui dit l'humanité occidentale sait qu'elle va dans le mur, mais quand elle regarde à gauche et à droite, il n'y a que du brouillard, et pour le moment, elle semble avoir plus peur du brouillard que du mur. Autrement dit, on sait qu'on va dans une impasse, mais pour le moment, tout ce qui est autour, on ne sait pas comment y aller, etc. Et du coup, par ça, on maintient plutôt le mouvement. Et ça m'a beaucoup interrogé, beaucoup interpellé, et j'ai beaucoup creusé autour de tout ça. Et pour moi, il y a une notion qui est très centrale dans cette métaphore. On peut voir très vite le mur et le brouillard, mais en fait, au cœur de tout ça, il y a la question de la peur. Et pour moi, la question de la peur, c'est quelque chose qu'on oublie, et qu'on oublie souvent d'ailleurs, même quand on parle des futurs, puisqu'on va plutôt défendre, en tout cas à beaucoup d'endroits, des futurs désirables, souhaitables, etc. Et j'ai l'impression qu'on va nier la peur, on va la repousser, ou on va essayer de ne pas la voir. On ne veut pas faire peur, on n'ose pas faire peur, on a peur de faire peur. Et du coup, j'ai creusé un petit peu tout ça, et pour essayer de le dire rapidement, il y a plusieurs peurs. Il y a la peur du mur, il y a la peur du brouillard. Et pour moi, il faut évidemment qu'on ait peur du mur pour arriver à aller de l'autre côté. Mais si on n'a que peur du mur et qu'on se retrouve face au brouillard, on va se décourager. On va tomber dans l'éco-anxiété, on va se figer, etc. Donc une fois qu'on a conscientisé qu'il y avait un mur, c'est naturel que ça nous fasse peur. Ça, c'est une émotion. Quand il y a une voiture qui nous fonce dessus, on a peur, c'est naturel, on ne le contrôle pas. Il y a un danger et on veut le prévenir. C'est une anticipation, etc. Par contre, une fois qu'on est face au brouillard, c'est pas parce qu'on a peur du mur qu'on va réussir à rentrer dans le brouillard. Et là, j'ai exploré différentes manières de comment on va rentrer dans le brouillard. La première chose que moi j'ai suivie, je me suis rendu compte, c'est que j'ai suivi des bonnes idées, que j'ai jugé des bonnes idées. Et moi, en 10 ans, je suis passé de la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, aux achats responsables, à l'entrepreneuriat social, à l'entreprise à mission, à l'entreprise libérée, aujourd'hui à l'entreprise régénérative, etc. Et donc j'ai suivi plein de nouvelles bonnes idées.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était face au brouillard, ça me faisait vachement de bien parce qu'on m'ouvrait des nouvelles directions que je pouvais suivre et ça me sortait du découragement, ça me donnait de l'espoir et ça me permettait d'avancer. Et sauf que toutes ces bonnes idées, elles m'ont pas empêché de vaciller assez fortement quand mon gamin est arrivé et que j'ai été touché de manière beaucoup plus émotionnelle. Et d'un coup, ça m'a montré que toutes ces bonnes idées, elles n'étaient pas si révolutionnaires que ça, etc. Elles sont intéressantes à plein d'égards, mais je trouve que si on ne se méfie pas de ces bonnes idées, on oublie l'esprit critique et on fonce tête baissée dans des directions qui ne sont pas si bonnes que ça. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, il faut se méfier des bonnes idées, etc. Mais à nouveau, on va retomber dans un truc où on se décourage, etc. Et donc pour moi, il y a cette dualité. Mes vœux de cette année, ils étaient autour de là-dessus. Ils disaient, il faut qu'on arrive à maintenir le doute et l'action. Et à nouveau, là, on a un dualisme où on a envie de les opposer. Pour moi, il faut qu'on les maintienne ensemble. C'est qu'on suit des bonnes idées, parce qu'on a besoin de brèches, on a besoin de nouveautés, on a besoin d'irruption, comme tu le disais tout à l'heure. Et on a besoin de leur donner de l'énergie. Il faut leur donner une chance, quoi. Il faut les projeter. Et là, il va falloir qu'on y aille collectivement, etc. Et en même temps, il faut garder l'esprit critique. Et donc, il y a cette idée, l'esprit critique, pour moi, c'est comment est-ce qu'on va réussir à naviguer dans le brouillard. Quand j'ai eu cette métaphore, ça m'est arrivé je me suis dit, en fait, toutes les choses que j'ai saisies, RSE, etc., c'était comme des bouées que j'ai saisies, qui m'ont mis à flotter, etc. Et puis dès que je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas si puissantes comme ça, et ben, d'un coup, j'ai vacillé, j'ai sauté sur une nouvelle bouée, et en fait, j'avais jamais appris à nager dans le grand bleu, quoi. Et l'idée, c'est d'arriver à suivre des pistes, et aussi à s'outiller, et donc à rester méfiant. Et je pense que la question des imaginaires, c'est une bonne idée, il y a plein de choses à en creuser, mais il faut rester méfiant et à garder un esprit critique tout en leur donnant du poids, de l'énergie, comme on peut le faire ici. On vient, on en parle et on les critique. Du coup, oui, cette question des nouveaux récits, nouveaux imaginaires, est-ce que c'est un phénomène de mode ou pas? En tout cas, c'est vrai qu'on a de plus en plus... La semaine dernière, là, j'étais à Avignon avec Cyril Dion qui justement parlait des nouveaux récits, et il employait ce mot nouveau récit, et par rapport à l'écologie. Et donc oui, effectivement, mais est-ce que c'est pas une nécessité en fait que ça soit un peu que tout le monde en parle, enfin que tout le monde évoque ces thématiques qui sont en fait très vastes et qui recouvrent plein de sous-thématiques très variées. Donc je dirais que c'est une mode, sans vouloir mettre de morale ou quoi, c'est une mode positive entre guillemets, quoi. Ok, je vais repartir sur cette idée de désirabilité. Mallory on a parlé tout à l'heure, et oui, l'imaginaire est censé nous produire quelque chose de désirable pour nous orienter. Et je vais venir plus particulièrement sur le dernier livre de l'ICAM. Il y a des moments où des personnages expriment des choses auxquelles je ne m'y attendais pas. Tu crées ce nouveau monde avec City là, qui est en orbite. Et il y a ce personnage qui dit à un moment, si en l'année 20, on m'avait demandé si j'avais pu opter pour un système politique. Si dans les années 20, on m'avait parlé du système politique dans lequel je vis maintenant, je ne l'aurais pas aimé ni accepté, ça m'aurait fait peur. Et c'est un personnage qui nous permet d'avoir un peu un retour sur le passé, qui explique un peu comment la mutation s'est déroulée. Et parce qu'on est formaté, mine de rien, par le monde dans lequel on baigne. Et quand moi j'ai 54 ans, donc voilà, je suis bien formatée. Et je pense que plus on avance en âge, plus c'est difficile. Et là, c'est un personnage qui a 80 ans. Et donc qui a eu à faire une mutation assez tardivement, et qui s'est déconstruit, qui a vu tout ce qu'elle pensait immuable, remis en question. Enfin voilà, c'est un livre, Visite, c'est un livre sur le changement de paradigme en fait. Il y a plusieurs personnages, des personnages qui sont nés après la mutation, donc ont toujours vécu dans une société à la fois très solidaire, très en accord avec le vivant, et puis il y a ceux qui ont connu le monde d'avant et qui parfois ont quelques petits regrets de leur confort, de ce que l'on vendait comme du confort, qui n'en est peut-être pas, attention. Mais oui,
ce rétro-regard, on va dire, d'une personne âgée qui interroge le présent, en fait, et qui a dû changer de paradigme dans, on peut imaginer, un petit peu de douleur. Voilà. Alors justement, ce changement de paradigme, parlons-en. On est d'accord qu'il s'agit d'un processus. Vous diriez qu'on est à quel moment du processus? Est-ce qu'on est plutôt au début? Est-ce qu'on est plutôt au milieu ou à la fin? Je peux détailler les étapes du processus. Vas-y, détaille. Je vous prie. Je vais faire appel à mes vieux cours. Alors, la notion de changement de paradigme, elle vient de Thomas Kuhn, un philosophe des sciences que Mallory connaissons. Et grâce à cette notion, il essaie un petit peu de montrer comment les sciences évoluent à travers le temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la science n'évoluerait pas de manière cumulative. Ce n'est pas une suite d'événements. Il dit non, il y a des représentations généralement partagées, c'est ça, un paradigme. Et de temps en temps, il y a une anomalie qui survient. Une anomalie, c'est quoi? C'est un fait qui vient un petit peu titiller la théorie. On ne sait pas comment faire. Une fois que ce fait, cette anomalie est survenue, il va y avoir une période de crise. La crise, c'est quoi? C'est les scientifiques qui essaient de tordre la théorie de sorte à ce que cette anomalie rentre. Ils sont attachés, ils sont conservateurs finalement. Et enfin, il y a des personnes qui vont en mettre tout ça en doute et qui vont dire peut-être qu'en fait, ce qui ne convient pas, c'est notre méthode. Et la méthode, il faut la changer. Et c'est par ce changement de méthode qu'on va parvenir à faire rentrer cette anomalie et à l'expliquer finalement. Et de là, il va y avoir un changement de paradigme. On révolutionne les théories, les méthodes, etc. Puis le changement de paradigme n'est pas terminé, puisqu'il faut encore qu'il s'infuse dans toute la société. C'est-à-dire qu'il faut que les manuels de physique, c'est ça ce dont il nous parle, soient réformés. Il faut que suffisamment d'étudiants s'en imprègnent pour qu'on puisse dire que le paradigme s'est diffusé. À quel moment sommes-nous? J'ai envie de savoir, de relancer la question et de pourquoi ça t'intéresse de savoir à quel moment on est. Eh bien, dans le cas de la transition écologique, j'ai l'impression qu'on est un petit peu à tous les moments à la fois. Il y a l'anomalie. Nous avons cru pendant un temps que les ressources planétaires étaient illimitées. On a découvert que ce n'était pas le cas. Anomalie. On essaie de proposer des choses alternatives. On essaie de proposer d'autres méthodes. Et enfin, j'en viens aux étudiants. Écologica, finalement, essaye de... Je ne sais pas vraiment ce qu'essaie de faire Écologica. C'est le collectif qui ne sait plus pourquoi il est ensemble. Est-ce qu'on crée un nouveau paradigme ou est-ce qu'on essaie de... Je ne sais pas. Je m'arrête là. Moi, dans mes mamans, j'ai des mamans optimistes et des mamans pessimistes. Donc, on va commencer par le négatif, comme ça on finira sur positif. Dans les mamans pessimistes, j'ai l'impression qu'on est simplement dans l'étape, on a identifié l'anomalie et on n'est même pas encore d'accord sur l'anomalie au niveau sociétal. Ici, là, tous, dans cette salle, on est tous d'accord sur l'anomalie, mais en dehors de cette salle, il y a plein de gens qui sont encore dans le déni, on va dire, pour utiliser un terme. Voilà. Et dans les mamans optimistes, à l'inverse, je me dis qu'on est peut-être bien dans la deuxième phase, à commencer à tordre dans tous les sens, dans la période de crise, en fait, où on remet en question tout ce qu'on sait pour essayer de faire rentrer la brique, la nouvelle information, dans un système beaucoup plus vaste. Et moi, en tant qu'autrice, c'est là que je me sens, en fait, dans ce moment où j'ai cette brique et mon travail consiste à tordre tout l'univers, tout le monde, pour créer de l'imaginaire et créer des mondes qui soient cohérents et qui permettent de sentir mieux. Peut-être il faudra plus de
de choc, d'épreuve, pour qu'il y ait un vrai... le pouvoir, on parlait du pouvoir d'agir tout à l'heure. Je pense que l'idée, ce serait de rentrer dans une phase d'action plus globale et plus forte. Après, c'est vrai que c'est difficile en fait de penser des choses si... de penser des choses si globales en fait, de penser si globalement les choses. Donc à quel moment on est moi j'attends l'effondrement pour voir le renouveau. Déjà. Ok, un indice peut-être plus positif. Est-ce que tu dirais que les créatifs culturels, peut-être que tu pourras un petit peu plus les définir tout à l'heure, est-ce qu'ils sont moins isolés qu'avant? Et je te laisserai aussi préciser en quoi ils sont isolés, et peut-être après faire un rapprochement avec la vie secrète de l'UQAM et son management des personnes créatives. Voilà, je laisse. Du coup, ouais, j'ai parlé un petit peu des créatifs culturels. En fait, le terme créatif culturel vient des États-Unis. C'est deux sociologues, Paul Ray et Shelly Anderson, qui ont fait une enquête pendant 15 ans. Ils ont fait une enquête aux États-Unis auprès de 100 millions d'Américains. 100 000 ou 100 millions? Non, 100 000 Américains. Qui a commencé, l'enquête, elle a commencé dans les années... elle s'est terminée. Le livre est sorti en 2000-2001. Je ne sais plus en quelle année ça a commencé, dans les années 80. Non, 75, du coup, ça a duré 15 ans, bref, peu importe. Et du coup, ils ont identifié en fait aux États-Unis deux courants socioculturels majeurs, ce qu'ils appellent les modernes, qui sont plus dans le capitalisme, dans la consommation, le fait de briller en société. Ils identifient plusieurs critères. Et l'autre courant socio-culturel, c'est les traditionalistes. Voilà. Donc là, pour eux, les traditionalistes sont plus dans des valeurs religieuses, par rapport au passé aussi, plus conservateurs. Et au-delà de ces deux courants, ils identifient un troisième courant qu'ils appellent les créatifs culturels, qui du coup sont tournés sur des valeurs d'écologie, autour de l'économie sociale et solidaire, mais aussi donc le fait de l'action en fait, l'action sociale, le fait de s'engager dans tout ce qui est associatif, dans des causes diverses et variées. Et en même temps, donc, ils identifient en fait un côté qui va vers les autres, en fait, vers le monde, la société, un intérêt pour les enjeux sociaux, mais aussi tout ce qui est plus introspectif sur soi, en fait, tout ce qui est développement personnel, entre guillemets, tout ce qui est lié au questionnement philosophique sur notre existence, tout ce qui est plus métaphysique, tout ça. Et donc voilà, et donc en 2001, ils ont estimé que c'était 24% de la population aux États-Unis qui étaient des créatifs culturels. Et que cette tendance, du coup, finalement, c'est un peu une dynamique culturelle, augmentait de 3% par an. Donc là, je crois qu'on est... en gros, ce serait à peu près 30% de la, 30% de la population, à peu près, peut-être un peu plus, mais qui sont dans des perspectives de transition, de nouveaux récits, hein, finalement. Et donc, voilà, donc il y a cette idée qu'au bout d'un certain pourcentage, on tombe dans... C'est l'idée de masse critique, en fait, que dès qu'une masse critique atteint un certain pourcentage, on tombe dans une nouvelle culture. Donc ce qui était de la contre-culture auparavant devient la culture, devient la mode actuelle, on va dire. Voilà. Donc moi j'ai travaillé sur ce sujet-là dans mon livre, en identifiant aussi un peu les racines. Donc j'ai parlé un peu des mouvements hippies aussi, de la contre-culture dans les années 60, mais aussi les mouvements romantiques aussi au 19e siècle, et aussi des auteurs comme Henry David Thoreau,
qui a un petit peu amorcé toutes ces questions-là autour de l'écologie. Est-ce qu'il y a une réaction quelque part? Non. Ok, donc Max. Oui. Non, ouais. Sinon, j'allais revenir à toi de toute façon. C'est moins sur la question des créatifs culturels que... en fait, tout à l'heure, je t'ai retourné la question parce que ma première réponse était j'en sais rien, de où est-ce qu'on en est dans le changement de paradigme. Et en effet, ta réponse me fait me rendre compte que je passe de moments où j'ai plein de motivation, d'espoir, etc. et d'autres moments où je suis assis à la terrasse du café et j'attends l'effondrement en me disant bon, ça fera du bien, au moins on aura quelque chose, il faut qu'on se prenne le mur collectivement et puis après on en fera quelque chose. Et donc j'en sais rien, je suis dans le trouble, dans le brouillard. Et en même temps, moi j'ai un narratif qui m'inspire beaucoup, que je développe pas mal et qui est poser la question qu'est-ce que ça voudrait dire de vivre au rythme des saisons, et en particulier sur l'entreprise, qu'est-ce que serait une entreprise qui vivrait au rythme des saisons. De plein de manières différentes qui m'intéressent, mais à minima la première chose c'est que c'est une bonne porte d'entrée je trouve pour amener la question du rapport au vivant, parce que assez sobrement je peux dire on est un des seuls êtres vivants qui s'affranchit des saisons. On vit à peu près de la même manière, on chauffe un peu différemment, on s'habille un peu différemment, et on éclaire un peu différemment, mais globalement on va travailler à peu près au même rythme toute l'année, ce que le reste du vivant ne fait pas. Et donc c'est déjà poser un constat qu'on s'est séparé d'une bonne partie du reste du vivant, en tout cas de l'attitude, et de simplement le montrer par les saisons, c'est séparé du reste du vivant. Et par ailleurs, la quête de croissance et de productivité, c'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver au printemps et à l'été, au moment où on a des ressources en abondance. Et nous, on est dans une espèce de quête de croissance et de productivité qu'on mène depuis des décennies, qui nous a créé une forme d'été très chaleureux, très confortable, etc., mais qui nous emmène aussi dans un monde de réchauffement climatique, de feux de forêt, de burn-out, etc. Et donc j'ai cette phrase évidemment très simplificatrice, mais de dire quand l'été dure trop longtemps, tout brûle. Et donc si on constate qu'on est un des seuls êtres vivants qui s'est affranchi des saisons pour essayer de vivre un été permanent, et ça nous emmène dans un monde où tout brûle, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est évidemment très simplificateur, mais c'est un récit que j'aime bien développer, qui je trouve est assez symbolique, qui nous reconnecte au vivant de plein de manières différentes, et qui vient interroger sur notre époque, etc. Et quand j'utilise les saisons, je les vois comme des fractales. En fait, une journée, c'est presque 4 saisons. J'ai commencé à rentrer sur la question des saisons par les cycles menstruels et dynamiques qui réfléchissaient sa productivité par rapport à les étapes de son cycle. Et donc, on peut voir les 4 saisons à plein d'endroits différents. Et du coup, je me suis posé la question de comment est-ce que moi je raconterais notre époque. Et justement, pour moi, si on sort d'un été permanent, on va rentrer dans une forme d'automne. Et donc, dans le changement de paradigme, je ne sais pas si c'est cohérent ou pas, là c'est vraiment intuitif, presque poétique, ou j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on fait face à la fin de l'abondance, comme nous l'a dit notre cher président. Donc il va falloir qu'on commence à gérer nos ressources. D'une manière ou d'une autre, il y a peut-être un hiver qui vient. Et du coup, et ce que j'aime bien dans l'automne, c'est qu'il y a... En fait, chaque saison, j'aime bien les voir dans un dualisme. J'ai beaucoup fantasmé l'hiver en mode... On est tranquille, on se repose, on a beaucoup de clarté, etc. C'est aussi une saison hyper rude, en fait. Et du coup, j'aime bien voir chacune des saisons de manière un peu duel. Et dans l'automne, il y a du renoncement, il y a du deuil, il y a du choix, etc. Mais il y a aussi un renouveau très fort. Dans le potager, c'est un des moments où on a des plus grosses récoltes. Il y a le retour de l'eau liquide. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui repoussent, etc. Et donc moi, j'aime bien raconter notre époque là-dedans. On est dans une forme de... il va falloir faire le tri si on veut passer l'hiver. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à créer à ce moment-là, à faire émerger à ce moment-là. Il y a quelque chose d'assez énergisant dans l'automne. Donc, de manière détournée, je te répondrai par l'automne dans le changement de paradigme. Ok. J'espère que vous avez des questions. Maxime, je vais rester sur toi. J'ai été assez admiratif quand j'ai un petit peu consulté les articles que tu écris sur ton blog. À un moment, tu dis l'entreprise est l'échelle collective à laquelle je trouve ma justesse. Pourquoi il y a une forme de sagesse? On dirait que tu as trouvé ta place. Tu t'es dit, moi je vais agir à cet endroit-là. Et si je te pose cette question, c'est pas par hasard, parce que finalement, tu as été invité par des étudiants et étudiantes qui s'interrogent un petit peu, et d'ailleurs je pense que ça va au-delà des étudiants et étudiantes, sur quelle va être leur place. On est là ballotté entre la globalité et la localité.
parfois on a envie de se dire, donc, de toute façon, c'est la faute de la Chine, si je trie mes déchets, ça ne changera rien. Et donc, on ne sait pas trop où se placer. En fait, c'est un petit peu la question de l'éco-anxiété. Et ça rejoint un petit peu la pratique de l'écriture de l'ICAM. Est-ce que cette place que tu as trouvée, est-ce que ça s'est présenté comme quelque chose d'évident? Est-ce que parfois tu en doutes? C'est peut-être un petit peu... Voilà, j'insiste un petit peu, je me permets en tout cas. Ouais, j'ai arrêté de le dire, que j'avais choisi cet endroit-là. En fait, je crois qu'à un moment, j'ai cherché à post-rationaliser pourquoi je me retrouvais dans l'entreprise, et en particulier parce que je crois que j'étais gêné d'être dans l'entreprise à un moment où j'ai du mal à dire que j'aime les entreprises, tellement il y en a qui m'insupportent. Et en même temps, je constatais que j'y étais, sans vraiment l'avoir choisi, etc. Et je crois qu'à un moment, j'avais besoin de le justifier, de l'argumenter. Et du coup, j'avais plein de réflexions là-dessus que je pourrais développer, mais en fait, aujourd'hui, je crois que ça m'intéresse plus trop d'y aller. Et juste, je sens que c'est là que j'ai envie d'être. Je sens qu'il y a un truc à faire. Et de toute façon, je crois qu'il faut faire bouger toutes les strates de la société, il faut être un peu partout. Et donc, allons chacun là où ça nous parle. Et du coup, moi, je crois que, ouais, il y a un truc de... Je sais pas exactement, en tout cas, j'arrête de chercher pourquoi je suis dans cet endroit-là. Mais par contre, je sais que c'est là où je sens que j'ai envie de faire quelque chose. Et du coup, après, je cherche qu'est-ce que je peux y faire. Et l'entreprise, il y a une petite réflexion qui s'appelle le triangle de l'inaction, que j'aime bien, qui dit on est bloqué dans un triangle de l'inaction où il y a le politique, le citoyen et les entreprises qui se regardent en chien de faïence, qui disent c'est la responsabilité des autres et qui en font pas assez de leur côté. Globalement, ça montre que en fait, le problème il est beaucoup plus global, il faut que chacun bouge. En plus, en tant qu'individu, on est dans les trois, parce qu'à minima, on a la possibilité de voter, on est citoyen, et souvent on est en lien, soit parce qu'on achète, soit parce qu'on travaille à l'intérieur, soit les deux, avec des entreprises. Et donc on est beaucoup plus lié à l'ensemble de ces espaces-là, et on peut bouger à certains de ces endroits-là. Et du coup, moi je suis au niveau de l'entreprise, dans le cadre de mon travail, et avec ceux avec qui je travaille, et j'essaye de m'interroger, puisque c'est ça que pose la question de l'inaction, c'est comment est-ce qu'on les sort de l'inertie, comment est-ce qu'on essaye de bousculer tout ça, quoi. Et une des premières choses que je m'amuse à travailler, c'est à interroger ce que c'est qu'une entreprise. Moi, je suis rentré par la question des imaginaires, par la question du rapport à la nature, par un bouquin qui s'appelle Ishmael, qui est une espèce de conte philosophique où il y a un gorille qui vient, par un jeu de questionnement, interroger les humains sur le rapport à la nature, au vivant, et vient faire prendre conscience à quel point notre civilisation est empreinte de narratifs qui nous distinguent du reste du vivant, qu'on a séparé l'homme de la nature. Ça m'a fait réfléchir là-dessus, et je me suis dit, ok, s'il y a un imaginaire autour du mot nature qui englobe et qui influence notre rapport à elle, qu'est-ce que le mot entreprise englobe comme imaginaire et qu'est-ce qui l'influence dans notre rapport à elle? Moi, je travaille sur la raison d'être des entreprises, des organisations. J'ai énormément travaillé dans l'entrepreneuriat social. J'étais assez fasciné de voir à quel point le nombre de projets que j'accompagnais, quand je disais bon, on va travailler sur la raison d'être d'entreprise, ils disaient ah non, on ne veut surtout pas être vu comme une entreprise, alors que juridiquement, ils en étaient. Enfin, c'est pas vrai, puisqu'on n'a pas... L'entreprise n'existe pas juridiquement, c'est des sociétés. Mais en tout cas, ils étaient sur des formes qu'on appelle des entreprises d'habitude, et ils ne voulaient pas se voir là-dedans. Alors que pour moi, justement, je trouve que c'est intéressant d'habiter ce mot-là entreprise de multiples formes pour montrer que ce n'est pas une fatalité. Souvent, quand on pense à l'entreprise, on va penser aux grands groupes, aux startups, mais rarement à la boulangerie, à une ferme, ou etc. Et donc moi, j'essaye de rentrer à cet endroit-là et de venir réinterroger, bousculer, déranger. Quand je commence à travailler sur la raison d'être des entreprises, par exemple, je vais leur proposer de choisir un autre mot pour qu'ils ne se sentent pas enfermés par ce que c'est qu'une entreprise. Je vais leur dire, essayez d'imaginer, de créer, d'inventer ou de choisir un autre mot qui va vous libérer de tout ça, qui vous définit de manière plus juste pour vous et qui va vous permettre de travailler là-dessus. Juste parce que quand on me voit et quand on se dit que j'écris de la science-fiction, on n'imagine pas que je puisse passer aussi du temps en entreprise. D'ailleurs, on a travaillé une fois ensemble avec Maxime. En entreprise, les gens se posent exactement les mêmes questions que nous. Les salariés sont confrontés des fois ils sont sont obligés de se cliver entre leurs convictions et ce qu'on leur demande de faire. Et moi, j'anime des ateliers d'écriture en entreprise pour les aider à se sortir de leur quotidien et essayer
d'imaginer un avenir, l'avenir de façon positive et pour peut-être des fois se décaler un peu au sein de l'entreprise, voir les choses un peu différemment et rendre des processus plus fluides, ou travailler, on avait travaillé ensemble une fois sur la raison d'être des entreprises, parce qu'il y a des micro-questionnements. C'est partout, enfin, les questionnements ils sont partout, les gens, on pourrait se dire en entreprise, les gens ils sont comme ça, dans leur travail, le management, les règles managériales et tout ça, moi j'ai discuté avec des gens qui avaient vraiment des gros questionnements et des idées aussi assez très intéressantes. Il ne faut pas avoir d'a priori. C'est un lieu privilégié aussi pour ce type de réflexion d'entreprise. En rebond à ce que tu dis, un des trucs qui est sûr, je vais très vite, mais c'est que l'entreprise souvent se sent enfermée. Un des trucs que je constate, c'est que quand on est en entreprise ou quand on construit des entreprises, etc., ça peut être un endroit où on se sent enfermé, alors qu'il y a beaucoup de choses à y faire. Et donc moi, c'est là-dedans que j'essaie de m'insérer, c'est tous les endroits où on vit l'entreprise ou la manière de faire du business comme des fatalités, ben comment est-ce que là, on vient recréer des brèches, des ouvertures, etc. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse. Enfin, la société ne bougera pas ou pas suffisamment si les entreprises, elles jouent. Il n'y a pas un endroit où on arrive à les faire bouger, quoi. Et donc, en effet, c'est un endroit qui n'est pas évident et qui peut des fois être bloquant, alors que dès qu'on rentre à l'intérieur et qu'on écoute les individus, il y a énormément de questionnements, d'envie, etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à les nourrir et on arrive à leur donner de l'énergie pour faire bouger les entreprises. Et surtout qu'un tout petit bout de ma réflexion sur ce que j'aime dans l'entreprise par rapport aux politiques au sens élu, c'est que je crois que c'est beaucoup plus facile d'initier, d'être pionnier dans l'entreprise qu'aux politiques. Les politiques, ils ont quand même, ils doivent avoir la majorité, remise en question tous les 6 ans, et une partie de leurs collaborateurs s'appelle l'opposition. Il y a plus facile comme espace pour être pionnier et pour porter des idées novatrices, alors qu'on a déjà dû avoir la majorité des électeurs pour être porté. Pour moi, le politique a souvent un pouvoir généralisateur d'idées qui sont venues par ailleurs. Et ce par ailleurs peut venir à beaucoup d'autres endroits, mais il peut notamment venir d'entreprises. J'avais échangé avec Thomas Hurier, qui est fondateur de 1083, une marque de jeans qui est à Romans-sur-Isère et qui fait 100% en France. Il a un rôle d'élu et il dit qu'il est beaucoup plus radical dans son entreprise que dans son rôle d'élu. Et donc j'aime bien ça aussi, c'est un des trucs que je trouve intéressant, c'est qu'on peut se sentir très enfermé, alors que c'est un espace où finalement on peut être assez libre, si tant est qu'on arrive à naviguer ce système. Ok, je vais revenir un peu sur Vika. Il est question d'un grand déclin dans Visite. Est-ce que c'est comme ça que tu imagines les choses? Et d'ailleurs, comment, à côté, on les imagine? J'aimerais bien savoir. Tout dépend de ce qu'on appelle déclin. Dans Visite, c'est un déclin de la biodiversité, c'est un déclin économique, financier, mais on va dire qu'il est fait, c'est un long, il l'appelle le grand déclin, mais en fait c'est un long déclin, et c'est un déclin au début subi, et puis après, on va dire, pris en main, orienté, pour en fait faire de la société quelque chose qui soit à la fois durable, dans lequel chacun puisse trouver sa place, axé sur la solidarité et avec une grosse part d'entretien du vivant, de préservation du vivant. Donc oui, c'est un déclin, c'est pas une falaise, quoi. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps avec des briques d'événements dans lesquels il y avait marqué canicule, crise financière, crise économique, et j'ai mis mes petites briques, j'ai essayé de construire un déclin qui soit, au début, ça permet à la société de s'interroger, de commencer ses mutations, et après c'est la mutation qui se met en place, donc c'est orienté, c'est voulu en fait, ce déclin. Ok, est-ce que Ariane, tu as un avis, une imagination sur une vue de comment ça va se passer? Parce que ça va se passer. Mais est-ce que quelque chose va se passer ou pas? Je te retourne la question. Je pense que quelque chose va se passer, mais de bien ou de mal. Quelque chose de spectaculaire? Est-ce que...
Est-ce que c'est un déclin qui est lent et sur des années, sur plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines d'années? Ou est-ce qu'à un moment, il y a un basculement, il y a un événement qui fait qu'on passe d'un état A à un état B et ces nouveaux récits dont on parle se mettent vraiment en place ou alors est-ce que ce sera de cette façon-là, ça sera visible en fait par tout le monde, ou est-ce qu'il y a des petits changements au fur et à mesure qui fait que on n'a pas une impression de changement si énorme que ça, parce que c'est plus par habitude finalement, au fil du temps, au fil de l'eau, au fil des années. Je sais pas. Pour parler d'un autre auteur que moi, Kim Stanley Robinson dans le ministère du Futur, il imagine une canicule en Inde qui a lieu, je crois, en 2025 et qui est le choc qui permet à la société et au ministère du Futur d'implémenter un autre type de société. Oui, Kim Stanley Robinson, il est parti sur l'événement déclencheur d'une prise de conscience mondiale et de la mise en place de tout ce qu'il faut faire. Voilà. Moi, j'ai plutôt opté sur une prise de conscience lente et voilà. Mais ouais. Si vous n'avez pas lu Le ministère du Futur, je vous le recommande. On vous invite à applaudir, je pense, de moi.